Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre participation à cette conférence autour de la révélation de la formation par l'IA, un vaste programme où j'imagine vous avez aussi beaucoup de réalisations, de projets en suspens, beaucoup d'idées et beaucoup d'envie. On est ravis de venir vous présenter le fruit de nos recherches, de nos travaux en cours, parce que évidemment c'est loin d'être terminé. Je me présente, je suis Sophie Thor, je suis la directrice générale de Quark. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi je suis Florian Larbalestier, je suis le directeur du pôle conseil et ingénierie. Et donc je pilote une équipe d'ingénieurs pédagogiques consultants qui est chargée d'accompagner nos clients, que ce soit écoles ou entreprises, dans la construction de leurs projets et puis réaliser l'ingénierie des parcours de formation. Et donc une de nos tâches aussi, c'est d'être en veille sur tous les outils d'IA et voir concrètement ce qu'ils peuvent apporter aujourd'hui en termes de pédagogie et en termes de production pédagogique également. En quelques mots, donc Quark, c'est une société à la fois un cabinet de conseil et également une EdTech. Nous sommes membres de EdTech France, éminent évidemment association qui représente toutes les EdTech en France, qui travaille autour de tout ce qui est innovation dans le secteur de l'éducation et de la formation, bien entendu, mais pas que. Nous sommes une société avec 70 personnes, donc essentiellement centrée sur la réalisation de contenus digitalisés et la création d'outils au service de la formation qui, si possible, facilite évidemment la création de solutions et intègre de l'IA, puisque c'est vraiment un des sujets qu'on aime absolument développer et du coup intégrer dans nos solutions. À travers nos 18 ans, 20 ans de savoir-faire, en fait, nous n'avions pas encore ce nom-là, donc vous ne nous connaissiez pas. C'est un nom assez récent, Quark. Pour vous donner la définition de Quark, en fait, c'est la plus petite particule de l'univers. Et en réalité, c'est vraiment notre objectif. À chaque fois, c'est savoir donner à nos clients la plus petite, on va dire, information ou ingénierie qui va l'aider justement dans son travail, dans ses travaux de recherche, et l'aider aussi à construire le plus petit module de formation. Mais bien sûr, on sait construire des parcours en entier, évidemment. Donc, c'est l'idée de pouvoir s'ajuster et puis de rêver tous ensemble aussi dans les étoiles avec la galaxie Quark. Aujourd'hui, on a réalisé plus de 3200 heures de formation digitalisée. Donc, c'est véritablement notre premier métier. C'est aussi pour ça que l'IA fait partie de nos travaux de recherche, même au cœur de nos travaux de recherche pour concevoir des contenus et concevoir des outils qui soit apportent de la rapidité, soit évidemment de la facilitation et bien sûr de l'intelligence, mais pas que artificielle. Alors, à titre d'introduction, en fait, avant tout, avant de se poser des questions sur les outils, sur la formation et ainsi de suite, nous, en fait, on a regardé le marché et on s'est intéressé à une étude toute récente que je vous invite à aller consulter. Je pense que vous voyez ici l'origine de cette étude qui date de janvier 2025. Donc, vous voyez, elle est extrêmement récente. Et ce qu'elle nous apporte, c'est avant tout très visuel. C'est la différence aujourd'hui, ou plutôt ce que l'IA peut nous apporter dans les tâches au quotidien. Toute la partie orange manifeste finalement ce que l'IA peut faire à l'heure actuelle, toutes les tâches qu'elle a pu remplacer. En bleu, ce sont les tâches qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge par l'IA et qu'elle n'arrive pas à remplacer. C'est bien sûr une vision très globale du marché. Il ne s'agit pas que de pédagogie, mais il s'agit avant tout des tâches et dans les métiers et des compétences du coup qui sont développées avec. Et oui, c'est ça, ici là, oui, en bleu, on a la capacité faible de remplacement des tâches, alors que là, on a la capacité haute en orange. Donc là où l'IA peut potentiellement remplacer ou en tout cas vraiment assister les tâches professionnelles au quotidien. Et vous voyez que sans surprise, je pense que vous le savez tous, aujourd'hui, là où l'IA est très évidemment facilitatrice et a remplacé énormément de choses, c'est dans tout ce qui est intelligence autour de la data, tout ce qui est recueil de données, brassage de données, traitement des données. Évidemment, l'IA va beaucoup plus vite qu'un humain à l'heure actuelle. Donc il y a énormément de métiers, bien sûr, qui vont être impactés par toute cette nouvelle compétence, si on peut appeler ça une compétence, en tout cas capacité de l'IA à remplir ses tâches. En deuxième position, vous voyez tout ce qui est autour de l'écriture, de la lecture et des mathématiques. Donc toute la puissance de calcul,
toute la puissance de lecture, mais aussi de synthèse. Et ça, vous allez voir que c'est un grand intérêt, notamment dans nos métiers de la formation. C'est toute cette capacité qu'a l'IA de pouvoir aller rechercher les informations, les synthétiser et en donner un digest, finalement. On reste dans la data, mais on est dans de la data, cette fois-ci, si je puis dire, pas seulement chiffrée, en fait. C'est de la donnée et c'est de l'intelligence, évidemment, sur le plan écriture. Évidemment, sur toute la partie marketing et médias, clairement, vous êtes tous autant victimes que nous de tout ce qui est suivi sur les réseaux sociaux, sur tous vos comportements, en fait, aujourd'hui, quelle que soit l'application que vous avez en ligne, en télévision ou partout, en fait, notre comportement est très étudié, bien sûr, avec attention par l'IA pour pouvoir nous proposer, nous faciliter des scénarios. Et en 4e position, vous avez aussi tout ce qui est le système de pensée. Système de pensée, en fait, c'est là où ça devient un petit peu plus sensible comme donnée, parce que c'est une interprétation. Le système de pensée, c'est assez vaste. Dans le système de pensée, il va y avoir à la fois les réflexions, il va y avoir à la fois la partie questionnement, la manière qu'on a d'aborder un problème. Et là, vous voyez que sur la 4e ligne, donc, l'IA peut faire beaucoup de choses, mais c'est là où on va voir quelles sont ses limites. Donc, ce n'est pas si évident. En revanche, si on prend évidemment la partie du bas, et ça aussi c'est très important, puisque justement c'est là où l'IA n'est pas présente, c'est tout ce qui touche à l'empathie, à l'écoute, finalement aux soft skills, à tout ce qui est comportemental, qui reste aujourd'hui une compétence privilégiée et à privilégier, et que l'IA ne peut pas remplacer. Tout ce qui est aussi... la créativité aussi. La créativité qui est évidemment juste ici. Ouais. Je ne sais pas si vous le voyez. Parce qu'on a beau se dire que l'IA invente et crée des choses, en réalité, elle invente sous votre imagination. Quand on crée un prompt, évidemment, c'est nous qui avons travaillé notre système de pensée pour lui demander de réaliser ce que nous avons imaginé. Et on va voir justement quels en sont les impacts pour l'ingénierie pédagogique. Et évidemment, toute la partie sensorielle, l'habileté, on va dire, à générer du contact. Notamment, c'est important dans tous les métiers où on est en relation avec des personnes. On pense bien sûr tout ce qui est secteur hospitalier, mais il n'y a pas que ça, bien sûr, où on va avoir beaucoup de contacts avec les personnes. Évidemment, une IA ne peut pas encore le remplacer. Donc pourquoi c'est si important ? Parce que vous voyez, aujourd'hui, toujours dans cette étude, ce que ça fait ressortir, c'est qu'on voit apparaître de très, très gros enjeux sur les nouvelles compétences à acquérir, et celle aussi à maintenir, puisqu'on voit que l'IA ne peut pas tout remplacer, donc il reste très important de se focaliser aussi en matière de formation sur les compétences qui restent essentielles, que l'IA ne pourra pas remplacer. Et notamment, aujourd'hui, dans les thèmes les plus récurrents et les plus demandés, reste évidemment la pensée critique. Donc, comment j'analyse ce qu'on me donne. Donc c'était déjà une compétence très importante lorsqu'on était tous ensemble autour autour d'une conduite de projet, face à une résolution technique de résolution de problèmes, mais ça le devient encore plus dès lors qu'on fait appel à une IA pour nous donner un contenu spécifique. Finalement, gardons notre raison pour pouvoir analyser ce qu'elle nous a proposé et rester en recul, bienveillant bien sûr, mais sur la proposition de valeur qui nous est offerte. La deuxième compétence attendue, c'est la résilience, la flexibilité et l'agilité. L'agilité, pourquoi ? Parce qu'on est dans un système évidemment très complexe, mais aussi très rapide. Et donc aujourd'hui, il est très important de rester en veille permanente sur de nouvelles solutions, des nouvelles manières d'aborder les choses, des nouvelles pratiques professionnelles. Et donc ça reste une compétence clé très très attendue à développer dans les années à venir. Le leadership, bien sûr, parce que dans tous ces projets qui font naître de la nouvelle technologie, qui font naître de nouvelles ambitions, qui demandent à être accompagnés, le leadership reste très important pour pouvoir faire adhérer les populations, les entraîner dans la même direction et s'assurer que tout le monde est bien embarqué vers des nouvelles solutions. Donc le leadership, bien sûr. Et je m'arrêterai à la pensée critique la pensée critique dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, en corrélation avec ces demandes en termes de compétences qui sont fortement attendues sur le marché, un autre schéma très éclairant qui peut être angoissant mais qui en même temps est rassurant. Je m'explique.
Angoissant, pourquoi? En bleu clair, vous voyez l'attente des salariés en matière de formation. Et en bleu foncé, vous voyez l'offre de formation proposée par les entreprises ou les organismes. Sur l'intelligence artificielle. Voilà. Sur l'intelligence artificielle, absolument. Et effectivement, ça peut être angoissant parce qu'on peut être tenté de se dire, mais mince, les courbes sont très éloignées, mais pas tant que ça. Parce que vous voyez aujourd'hui que la courbe bleu foncé tend à se rapprocher de celle des attentes des salariés. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. La deuxième bonne... en fait, ce qu'il faut voir également, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore une différence entre l'attendu des salariés et l'offre de formation proposée, notamment parce que les formations proposées sont très court-termistes. C'est-à-dire que pour les collaborateurs ou pour les apprenants dans les écoles, en fait, on propose des formations sur lesquelles on aura un retour sur investissement immédiat. Typiquement, des formations très opérationnelles ou pour apprendre un métier dans lequel on va démarrer dans un avenir extrêmement proche. Là où on est peut-être un petit peu moins visionnaire et un petit peu moins orienté vers des formations qui vont être effectivement tout aussi importantes, mais peut-être dans les 6 mois, 8 mois à venir. Donc c'est aussi pour ça que la courbe n'est pas tout à fait en adéquation. En tout cas, ce qu'il faut noter et qui est vraiment essentiel, c'est que pourquoi on s'intéresse tant à l'IA ? C'est parce que 92 millions d'emplois vont être transformés d'ici 2030. On est en 2025, il nous reste 5 ans pour préparer justement les formations liées aux compétences de demain. Donc effectivement, il y a urgence, mais tout le monde le sait. Mais les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. La deuxième chose, c'est que 59% de la population active va devoir apporter ou développer des nouvelles compétences sur ces métiers. Donc ce n'est pas forcément une transformation, mais en tout cas, c'est un développement ou un ajout de compétences. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que ce ne sont pas forcément des formations qui auront besoin d'être très très longues sur des programmes hyper coûteux et on va dire très engageants dans la durée. En revanche, il va y avoir beaucoup d'occurrences sur énormément de nouvelles compétences qui vont arriver au fur et à mesure. Et c'est là où il faut être vraiment préparé. C'est toujours une étude, cette fois-ci un petit peu différente. Alors, pourquoi on s'est intéressé aussi dans l'IA en matière de pédagogie ? C'est surtout pour savoir comment on peut aller plus vite, mais il y a aussi une deuxième raison, c'est que vous avez tous entendu parler du sommet de l'IA qui a eu lieu le mois dernier, au cours duquel il y a eu énormément d'engagements pris de la part du gouvernement et notamment très ouvertement de la part du discours d'Elisabeth Borne, avec notamment 2 révolutions majeures qui vont tous nous impacter. La première, c'est que la formation à l'intelligence artificielle va arriver dans les salles de classe. Donc les élèves qui sont en 3e et en 4e vont devoir être formés immédiatement à l'intelligence artificielle. Ça va devenir une matière obligatoire. C'est véritablement une révolution pour le système éducatif qui l'intègre dans la formation initiale des jeunes, et donc des jeunes très jeunes. Ce n'est pas dans l'enseignement supérieur, on est bien dans l'enseignement dans les lycées et collèges. La deuxième chose, c'est qu'en matière d'IA, étant donné que tout va très très vite, il va devenir aussi obligatoire pour l'employeur de former les salariés à l'usage de l'IA. Mais l'usage de l'IA sur 3 volets particulièrement, parce que l'usage de l'IA en tant qu'outil, c'est une chose, mais ce qui a été décidé dans ce sommet, c'est d'axer la priorité, parce qu'il y a évidemment plein de sujets autour de l'intelligence artificielle, mais donc ce qui sera obligatoire, ou en tout cas fortement recommandé, et fortement, on va dire, une démarche de la marque employeur, ce sera d'intervenir sur la formation autour de l'éthique liée à l'IA, parce que finalement, on va se poser plein de questions. Je vais chercher un contenu, c'est moi qui propose mes prompts, je récupère de l'information quelle qu'elle soit. Est-ce qu'elle m'appartient ? Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ? La synthèse d'un article, à qui appartient-elle ? Où sont les auteurs ? Qui a proposé des textes en amont. Donc il va y avoir véritablement un grand besoin de légiférer, en tout cas de savoir interpréter et de pouvoir intervenir sur ces sujets-là. Donc c'est l'éthique en matière d'IA. Bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi les usages de l'IA, qu'à partir de quand j'utilise Internet juste pour faire une requête, ce qu'on faisait et ce qu'on fait encore sur Google, à partir de quand j'ai besoin d'une IA, parce que ça consomme beaucoup plus de ressources qu'une simple requête Internet. Et puis l'IA, notamment aussi sur le côté socio-responsable. Donc, ce que je viens de vous dire à l'instant est une des transitions vers cette matière-là.
c'est-à-dire le côté responsabilité environnementale, c'est-à-dire tout ce qui va être lié à l'usage de l'IA, comment je consomme ma ressource, quand, notamment il y a plein d'études qui sont faites autour de à partir de quel moment finalement l'IA consomme moins de ressources. Typiquement quand je suis en Wi-Fi. C'est moins consommateur que lorsque je suis sur mon téléphone. Donc, est-ce que je dois apprendre à utiliser l'IA ou à faire des requêtes IA depuis mon PC plutôt que depuis mon téléphone? Donc, on va avoir, je pense, plein de bonnes pratiques qui vont nous être enseignées tout simplement aussi, parce qu'on ne le sait pas forcément. Et le côté responsable de l'IA dans la diversité aussi et inclusion pour ne pas laisser de côté, vous connaissiez tous l'illettrisme et bien sûr l'électronisme, eh bien qu'on n'ait pas à nouveau une génération de personnes qui sont en retrait par rapport à ces usages. Et donc comment fait-on pour les intégrer dans ces démarches? Voilà pourquoi il nous semble important de se pencher sur ces sujets. Ça vous donne un peu de contexte aussi pour nous. Oui, alors comme tu l'as démontré, Sophie, il y a quand même une urgence à se former à l'IA qui, pour l'instant, est relative, mais qui va devenir de plus en plus forte. Donc, nous, avec nos équipes d'ingénieurs pédagogiques, on a essayé d'étudier les différents rapports d'experts pour voir précisément comment est-ce qu'on peut former les gens à l'IA, quel que soit leur métier. Et ce qu'il en est ressorti, ce qui va peut-être vous paraître surprenant, c'est qu'en fait, on va commencer par des fondamentaux en soft skills. Parce que pour aborder l'IA, il est important de travailler sur ces soft skills, notamment des soft skills liés à la communication. Et pourquoi c'est logique finalement de travailler sa communication? Parce que dans la maîtrise du prompt, ça demande justement de bien choisir ses mots, de bien réfléchir à la manière dont on va exposer les choses pour avoir le meilleur résultat. Voilà, donc savoir communiquer à l'écrit comme à l'oral, c'est un soft skills qu'il faut travailler. Également, le management et la gestion de projet, savoir déléguer par exemple. Qu'est-ce qu'on va choisir de déléguer à l'IA? Où est-ce qu'il y a une plus-value à faire réaliser une tâche par l'IA plutôt que soi-même? Voilà, donc ça, c'est des questions qui vont se poser. Savoir gérer son temps aussi. Est-ce que ça vaut le coup de passer du temps sur l'IA pour avoir un résultat qu'il va falloir retravailler? Ou est-ce que ça, finalement, je vais faire la tâche moi-même? Ça, c'est des questions qu'il faudra se poser, vraiment évaluer dans l'organisation de son travail au quotidien. Quand est-ce que j'utilise l'IA de façon opportune? Et puis, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, la créativité, parce que pour l'instant, l'IA n'est pas forcément très créative, et en même temps, c'est logique, parce que le principe même de l'IA, c'est finalement de ressortir les réponses qui lui ont été le plus données, ce avec quoi on l'a alimenté. Donc, ce n'est pas l'IA qui va forcément permettre de dépasser ça et d'être créatif. Et c'est là où, pour l'instant, en tout cas, l'humain est encore attendu pour vraiment dépasser et ne pas se contenter de la réponse un peu standard qui va peut-être ressortir avec l'IA. Après, l'IA peut permettre la créativité aussi parce que parfois, ça va nous permettre d'avoir une liste sur un sujet sur lequel on fait une recherche, d'avoir une liste avec des choses auxquelles on n'a pas pensé et nous donner d'autres idées pour aller plus loin. Donc, ça peut vraiment permettre cette complémentarité et faire de l'IA un assistant. Donc d'abord, démarrer peut-être par les soft skills qui sont un prérequis que nous, on conseille fortement. Et puis après, rentrer un petit peu dans le dur. Donc on a tout en haut comprendre le principe et le fonctionnement des LLM. Évidemment, c'est la base par laquelle il faut commencer. Les enjeux éthiques, notamment les enjeux environnementaux, parce que c'est quand même un sujet d'actualité, hein, l'environnement. Et utiliser l'IA à tort et à travers, il faut être conscient que ça a un impact aussi sur l'écologie. Les aspects juridiques sur la question du droit à l'image, du droit, je cherche le terme, le droit d'auteur. Droit d'auteur, voilà. tout ce qui est droit de propriété intellectuelle en fait. Exactement, propriété intellectuelle, merci, c'est le terme que je cherchais. Et puis tous les aspects sécuritaires. Bon, nous, on a la chance de travailler avec des grands groupes. Et pour les grands groupes, c'est toujours un sujet, vraiment la sécurité des données. Donc, pour leurs salariés, ils doivent être très, très vigilants aux informations qui sont données à l'IA et qui peuvent être potentiellement rendues publiques. Ensuite, le troisième sujet, maîtriser l'art du prompt. Alors, il y a des techniques bien connues sur les réseaux sociaux. Il y a par exemple la méthode active, avec, vous savez, pour chaque lettre, comment est-ce qu'on construit son prompt, quelle action on donne, quel contexte on donne. Le T, c'est quel ton on veut adopter. Le I, l'identité, toujours dire à l'IA, je veux que tu sois un ingénieur pédagogique, que tu sois directeur commercial, selon le type de tâche qu'on lui demande. Et puis le F pour le format. Est-ce qu'on veut une liste? Est-ce qu'on veut un texte court? Voilà. Donc ça, c'est des petits tips pour justement bien gérer la création du prompt. Et puis après, on a décliné en 4 modules différents. Donc, comment est-ce qu'on utilise une IA texte-to-texte? Donc, on nourrit en texte pour obtenir du texte. Pour quels usages? Quels sont les outils recommandés actuellement?
On ne vous cache pas que ça va être du travail parce qu'il va falloir mettre à jour très très régulièrement tout ça, évidemment, parce que ça évolue très très vite. L'IA texte-to-image, vous connaissez forcément DALL-E, Midjourney, voilà, il y en a plein d'autres. L'IA texte-to-vidéo, comment avec l'IA on peut créer de la vidéo. Et puis un aspect important, créer son bot quand on a dans ses tâches au quotidien des choses qui reviennent régulièrement. Il ne faut pas redémarrer le prompting dès le début, il faut générer un bot pour pouvoir avoir quelque chose de prêt à l'emploi et qui puisse être réutilisé régulièrement. Et donc, on a agrémenté ces modules de cas d'usage métier selon les différentes tâches qu'on peut rencontrer quand on travaille dans le marketing, dans la vente, dans les ressources humaines et j'en passe. Et par contre, nous, on bichonne particulièrement les formateurs parce qu'on a une filiale qui s'appelle Digital Trainer, qui est un organisme de formation destiné aux formateurs pour former les formateurs. Et donc, pour eux, on a fait vraiment des modules dédiés spécifiquement aux usages quand on travaille dans les métiers de la formation. Donc là, vous voyez, à gauche, on a FPA, formateur professionnel d'adultes, qui est une formation bien connue. MATU, pour formateur au sens large, quand on accueille des alternants dans une entreprise, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette expérience soit valable à la fois pour l'alternant et pour l'entreprise. Donc tout ça, ce sont des titres sur lesquels nous sommes certifiants. Et MPDM, qui est un titre, cette fois, dédié aux formateurs, c'est un titre inscrit au répertoire spécifique, pour leur apprendre à utiliser d'une part les outils numériques, mais aussi à utiliser l'IA. Donc vous voyez, donc on apprend à savoir animer à distance, savoir évaluer à distance, parce que le digital learning, c'est toujours un enjeu, évidemment. Concevoir un podcast, découvrir la réalité virtuelle, mais aussi, voilà, spécifiquement, quand on est formateur, comment est-ce qu'on va utiliser l'IA pour optimiser ses productions. Donc, comme on le disait, l'IA, finalement, c'est bien, on en parle beaucoup parce qu'il y a une révolution qui se prépare, visiblement. Il va y avoir beaucoup de bouleversements. Mais malheureusement, les gens ont tendance à se lancer dans l'IA en se disant parce qu'il faut le faire. Voilà, il faut le faire, mais sans trop savoir pourquoi, simplement parce qu'il y a un mouvement en marche. Et nous, ce qu'on vous dit, c'est que l'IA, pour l'IA, ça n'apporte pas grand-chose. En fait, il faut savoir ce qu'on recherche à travers l'IA. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Donc, la première chose, particulièrement en ingénierie pédagogique, puisque voilà, je vais vous parler du domaine auquel j'appartiens. Nous, les questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi est-ce qu'on veut se mettre à l'IA? Évidemment, la première chose, ça va être pour essayer de gagner du temps. Parce que tout le temps qu'on gagnera, ça va nous permettre de peaufiner d'autres choses. Pour apporter de la valeur à l'apprenant. Comment est-ce que l'IA peut finalement optimiser nos productions pour qu'il y ait une véritable valeur ajoutée pour l'apprenant? Pour renforcer la place du formateur. Il y a bien marqué renforcer et pas remplacer, d'accord? Donc vraiment voir là où finalement le formateur n'a pas une grosse plus-value, comment est-ce qu'on peut l'assister dans ses tâches pour qu'il puisse finalement se dédier à l'essentiel qui est vraiment le temps passé avec les apprenants dans la discussion, dans l'approfondissement. Et l'IA pour quels usages? Pour augmenter la qualité des livrables, pour maintenir l'engagement apprenant, pour enrichir des contenus et pour faire des économies, c'est pas plus mal. Je rajouterais juste, effectivement, dans ce qu'on n'a pas cité, mais que vous connaissez déjà, c'est tout ce qui est adaptive learning, qui contribue à l'engagement apprenant, c'est-à-dire que l'IA va encore évoluer et permettre d'individualiser encore plus les parcours, donc de maintenir l'engagement apprenant. Mais c'est déjà une démarche qui existe depuis quelques années, mais qui va encore plus se développer, surtout là, en ce moment. Oui, même moi, dans ma précédente carrière, j'étais enseignant et on parlait de pédagogie différenciée. Et c'est très, très difficile à mettre en place, parce que le principe de la pédagogie différenciée, c'est pour une même tâche de créer plusieurs versions du même exercice avec davantage d'aide pour les élèves en difficulté. Et en fait, c'est très chronophage. Et grâce à l'IA, on peut le faire très facilement, finalement, d'avoir plusieurs versions du même exercice avec plus ou moins d'aide. Donc là, il y a vraiment une opportunité d'améliorer l'expérience apprenant. Donc avec l'équipe d'ingénieurs pédagogiques, on a énormément testé l'IA, des outils vraiment orientés pédagogie, mais aussi des LLM généralistes, comme Claude, comme ChatGPT, comme Perplexity. Et on s'est attardé à tester sur les tâches qui reviennent de façon récurrente, vraiment la plus-value qu'on pourrait avoir à utiliser l'IA. Donc on l'a utilisé pour l'analyse de référentiels, pour la création de contenu, pour la création de maquettes pédagogiques, la création de quiz, la sélection de modules sur étagère. On a un gros catalogue sur étagère, 1500 compétences dans différents domaines. Donc à chaque fois qu'on nous demande de remplir le programme d'un titre, ça demande de vraiment aller regarder dans le catalogue tout ce qui conviendrait comme module pour vraiment construire ce programme. Donc là, c'est un gros travail et il y a un gros enjeu finalement de voir là où l'IA peut nous assister.
la création d'illustrations et puis la création de parcours personnalisés, on en parlait à l'instant. Et donc, comme je vous le disais, sur le marché, il y a énormément d'outils qui peuvent être utiles à la pédagogie. Et il y en a presque un qui naît tous les jours et un qui disparaît tous les jours. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte en fait, de l'effervescence qu'il y a autour de cet enjeu. Il y a des outils intéressants, tous ne sont pas ultra performants. Bon là, l'idée, c'est pas de donner les bons points ou les mauvais points. Mais en tout cas, voilà, pour se dire qu'il y a quand même à boire et à manger sur le marché et qu'il faut être assez vigilant et il faut tester. De toute façon, la réputation ne suffit pas. Il faut vraiment tester les outils pour se rendre compte de leur efficacité. Je rajoute un point aussi, Florian, c'est qu'en effet, on n'a pas testé tout ça non plus. Non. Hein. Restons modestes. Simplement, il y a aussi des contraintes liées au groupe auquel vous appartenez qui décident ou pas de faire rentrer tel ou tel outil. Et ça rajoute une contrainte supplémentaire parce que toutes les entreprises n'ont pas la même culture et puis surtout la même dynamique SI et pas les mêmes contraintes tout simplement. Donc ça rajoute encore une échelle de variables pour les choix qu'on va faire. Des fois, le choix nous est imposé. Donc le test se fait sur l'outil qui est là. Point. Exactement, oui. Mais en tout cas, voilà, c'est important de rester en veille sur tous ces sujets. Nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et donc, le premier critère finalement d'évaluation pour nous, je vous le disais, c'était quand même le temps. Où est-ce qu'on peut gagner du temps? Et donc, sur les différentes tâches, on a fait une moyenne avec une variété d'outils qu'on a utilisés. Et on s'est rendu compte que, par exemple, pour l'analyse de référentiel, c'est ce que vous avez tout à gauche, l'analyse de référentiel et puis la création d'une maquette pédagogique macro, là où un ingénieur pédagogique va passer une journée, avec l'IA, on peut réaliser la tâche en 2 heures. Alors, encore une fois, on ne délègue pas complètement à l'IA, ça prend en compte le temps de vérification. Mais voilà, on a un gain de temps quand même 4 fois plus important. La création de maquettes pédagogiques détaillées, là le ratio est de 1 à 5, hein, donc 2 jours versus 3 heures. Le matching, donc c'est vraiment la sélection des modules dont on a besoin pour remplir un programme. Même chose, on a un ratio de 1 à 4, donc là où un ingénieur pédagogique met une demi-journée, finalement on le réalise en 1 heure grâce à l'assistance de l'IA. La rédaction de contenu de cours, prenons l'exemple d'un cours magistral d'1 heure. Là, le ratio est de 1 à 8. Avec l'IA, on arrive à le réaliser en 30 minutes alors qu'on mettrait une demi-journée. La synthèse de documents, si on prend l'exemple de 3 articles de presse, là, c'est un ratio de 1 à 8. Ça peut se faire en 15 minutes en incluant la vérification versus 2 heures. La réécriture d'un document de 5 pages, par exemple, pour en faire un script vidéo, ça c'est une tâche qu'on a à faire régulièrement. Là, le ratio est de 1 à 12, voilà, donc en 15 minutes, c'est faisable versus 3 heures. Et la création d'un quiz de 20 questions avec les feedbacks, parce que c'est ça aussi qui prend du temps quand on fait des feedbacks selon les bonnes ou les mauvaises réponses. Là, le ratio est de 1 à 16. On a fait un retour sur le temps, maintenant, qu'en est-il de la qualité ? Alors, je ne vous cache pas qu'on n'a pas forcément décidé pour l'instant de recourir à l'IA à tout va. On est vraiment en mode test. On a tendance à continuer de produire nos contenus de façon traditionnelle. On est toujours en lien avec des experts métiers parce que, justement, le problème, c'est que même s'il y a un gain de temps, il y a des défauts dans les résultats. Donc, les défauts au niveau de la qualité, ça va être par exemple le vocabulaire qui est proposé par l'IA, qui n'est pas bon. Vous savez tous que ChatGPT va nous sortir du crucial à tout va, et en fait, on détecte immédiatement que c'est le vocabulaire de ChatGPT. Alors d'ailleurs, un petit tips à ce sujet, si vous voulez quelque chose de plus qualitatif au niveau du texte, Claude est bien meilleur là-dessus que ChatGPT. Parfois, il y a des manques. Voilà, sur le cours souhaité, il y a des sujets qui ne sont pas du tout abordés. Le niveau n'est pas forcément respecté. On va souvent avoir un niveau assez superficiel et pas expert. Beaucoup de répétitions. Et donc, les conseils qu'on pourrait donner, c'est de bien s'exercer sur les requêtes, sur les prompts, d'être précis, peut-être de donner des exemples aussi, et de vraiment dialoguer avec l'IA. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de la première réponse, il faut vraiment pointer toutes les choses qu'on veut améliorer, et donc passer du temps à dialoguer avec l'IA. Et puis d'ailleurs, autre chose qui peut être utile, quand vous demandez une tâche, par exemple à ChatGPT, vous pouvez lui demander, avant qu'il ne vous réponde, de vous poser toutes les questions qui lui permettent d'arriver à la meilleure réponse. Voilà, donc par exemple, je veux écrire, je sais pas moi, un article de presse sur tel sujet.
Pose-moi toutes les questions qui te permettront de m'apporter la réponse la plus précise et la plus utile possible. Et là, il va vous demander, d'accord, alors c'est un article de presse pour quel type de journal, quelle est la longueur qu'il vous faut, est-ce que vous avez besoin de références, quel style, voilà. Donc toutes ces choses-là qui vont vous permettre d'avoir beaucoup plus rapidement un bon résultat. Et puis le dernier conseil, je vous l'ai donné tout à l'heure, ce serait d'élaborer des bots pour les tâches récurrentes pour que vraiment ce soit utile. Et vous voyez, là, on voit bien la corrélation justement entre les formations à la communication, qui semblaient d'entrée de jeu un peu décorrélées finalement de la connaissance de l'IA. Mais la communication, elle est fondamentale, notamment la communication écrite. Quand on est en train de rédiger justement des questions à l'IA, un mot remplacé par un autre n'a plus du tout, évidemment, ni la même connotation pour l'IA, et surtout le même résultat. Donc, d'où les imperfections qu'on peut rencontrer, puisqu'on n'est pas forcément toujours avec le meilleur vocabulaire adapté, notamment quand on parle de formation métier, si on n'est pas expert soi-même et qu'on n'a pas le bon vocabulaire. Aussi parce que l'IA ne connaît pas forcément toutes les formations métiers. Et quand c'est dans le système de l'éducation, effectivement, tout ce qui est lié à des référentiels métiers, elle ne les connaît pas. On est encore très loin de la connaissance de tous nos référentiels d'éducation nationale. Donc, il y a un chemin à parcourir entre les deux. Et le chemin, c'est la communication. Et donc, parmi les outils que nous avons eu envie de tester, il y a énormément d'outils sur le marché sur vraiment la génération de contenu de formation. Avant même de parler de modalités, c'est vraiment le fond de ce qu'on va raconter aux apprenants. Et voilà, force est de constater que pour l'instant, les outils qui existent sur le marché ont des qualités, mais aussi des défauts. Les qualités principales, c'est que ça va vous produire souvent un cours qui est quand même globalement bien structuré et qui a une prise en compte des objectifs pédagogiques. Là où c'est en orange, ça veut dire que c'est un petit peu discutable, l'esthétique des livrables. Voilà, donc quand il y a vraiment une promesse aussi de transformer le contenu de façon esthétique avec les illustrations, avec éventuellement de la génération de vidéos, c'est pas toujours au rendez-vous. La qualité de rédaction des livrables est contestable. Le choix des modalités pédagogiques de formation et d'évaluation n'est pas toujours pertinent. Quand on a un vrai formateur ou un vrai ingénieur pédagogique qui se penche dessus, il pourra vous dire que les choix qui ont été faits automatiquement par la machine ne sont pas toujours les meilleurs. Et puis là, les points noirs qui sont ici en rouge, le non-respect du niveau visé, souvent ce sont des contenus assez généralistes et pas du tout experts. Donc pour du contenu d'initiation, ça peut faire l'affaire, mais quand on a besoin de quelque chose d'un petit peu plus corsé, là ça n'ira pas. Les cours sont lacunaires, il manque vraiment des choses importantes. Et puis il y a des redondances parfois mot pour mot. Vraiment, on va retrouver des paragraphes dans différentes séquences qui seront exactement les mêmes. Donc, pour l'instant, nous, notre conclusion, c'est que vraiment sur la génération de contenu de formation, sur le fond, il y a quand même vraiment besoin d'experts en pédagogie et d'experts métiers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'IA pour ça, mais ça demande quand même encore un gros retravail de la part des experts. Donc nous, pour l'instant, chez Quark, comment est-ce qu'on utilise l'IA quotidiennement? Donc en ingénierie, on le fait beaucoup pour de la recherche, pour de la synthèse de documents, pour en faire un assistant d'analyse et pour reformuler du texte. Encore une fois, ça dépend du LLM, il faut bien choisir son outil selon la tâche qu'on veut réaliser. Pour la conception et la production, nous utilisons l'IA pour générer de l'image, de la vidéo et de la voix. Et pour l'évaluation, de la génération de quiz, et puis pour un assistant à la correction, on va en parler un petit peu plus en détail, qui permet de corriger en fait des travaux, que ce soit des travaux images, rédaction, photo ou tableur. Et donc on va commencer par un premier outil sur lequel on a travaillé, sur la génération, non pas de contenu, mais la génération d'un média, génération de vidéos pédagogiques en formation. Oui, parce que comme on vous le disait tout à l'heure, en fait, nous, on est confrontés en tant que concepteurs de contenu digitalisé à deux questions primordiales. La première, c'est comment on fait pour aller vite. On y a à peu près répondu, entre guillemets, dans la mesure où on a un processus de production très rodé qui permet d'aller rapidement. Mais surtout, comment on fait face à la mise à jour. Et puis, le troisième enjeu, c'est surtout comment je fais pour répondre à cet enjeu d'internationalisation qui est de plus en plus croissant, où j'ai envie, finalement, de m'adresser à tous mes publics, toutes mes cibles, dans toutes les langues qui sont les langues natives. Et donc, on s'est penché sur la question, notamment parce que nos clients nous disaient on est satisfait de contenu pédagogique qu'on propose en digital, mais on a un gros souci, un gros sujet en tout cas, sur toute cette mise à jour. Or, on sait que
tout ce qu'on vient de se dire va entraîner de la mise à jour perpétuelle, soit d'un point de vue législatif, normatif, processus, réglementation, RSE, bref, il va y avoir énormément de changements. Et on s'est dit que si on continuait à concevoir des contenus digitalisés comme on le fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire très classiquement avec des vidéos tournées dans des studios, ce qui se fait très très bien. Hein. Là-dessus, on est très très satisfait de notre outil de production, mais on sait que ça ne satisfait pas nos clients, en tout cas pour tout. Et donc, on a réfléchi à comment on pouvait gagner du temps là-dessus aussi, sachant qu'il existe effectivement des solutions aujourd'hui sur le marché logiciel qui permettent de, non pas remplacer, mais d'intégrer un humain. Et c'est à ce propos que l'année dernière, en fait, on a travaillé sur un outil qu'on a créé qui s'appelle BlendGen, qui permet justement de créer des micro-learning en intégrant 2 facteurs très importants. Le fait que justement toutes les populations veulent et peuvent contribuer à la génération de contenu, parce qu'aujourd'hui, ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire que si on a un début de réponse sur la conception d'un contenu pédagogique qui est fait par une IA ou en tout cas par quelqu'un qui est moins expert, on a très envie d'avoir l'apport d'un expert justement sur ce contenu pour avoir son regard et pour pouvoir l'enrichir. Donc d'emblée, on a imaginé un processus de conception de vidéo dans lequel les experts avaient leur place, l'ingénieur pédagogique et toutes les autres personnes qui sont parties prenantes, notamment le législateur par exemple, s'il y avait besoin de vérifier qu'on est bien dans la règle ou dans la norme. Donc c'est un outil qui est construit pour être collectif et collaboratif avec des rôles différents pour pouvoir valider ou invalider effectivement un contenu pédagogique. La deuxième ambition qu'on portait par rapport à ça, c'est de se dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a des solutions qui existent avec des avatars sur le marché, mais les avatars, et on est bien placé pour en parler, puisqu'on a un métaverse depuis maintenant 4 ans où nos avatars évoluent, mais ils sont en synchrone. On s'est dit, mais par contre, proposer un avatar qui reste un objet ou qui n'est pas incarné par une personne, ça reste quand même un peu un outil distanciateur, qui crée de la distance, en tout cas, vis-à-vis de l'apprenant. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est de le rendre vivant et de le rendre dynamique. Et donc, on a travaillé sur cet outil BlendGen, qui permet justement d'associer les deux, c'est-à-dire d'avatariser une personne, et donc de permettre à un expert d'un groupe, un expert d'une école, un professeur éminent, en tout cas quelqu'un qui est reconnu et qui incarne des valeurs, un sujet, une expertise auprès des apprenants. Donc on peut lui permettre de prendre la parole à tout moment. Et surtout, on peut lui permettre de prendre la parole dans toutes les langues de toutes ses cibles. Et donc c'était là tout l'intérêt. Donc on a travaillé autour de tout ça. Cet outil, ce qui nous permet également, c'est de bien sûr gagner du temps dans la conception, parce qu'en fait, à partir du moment où la personne elle a été avatarisée une fois, eh bien moi, en tant que concepteur pédagogique ou en tant qu'appui à l'équipe pédagogique ou en tant qu'expert, je peux imaginer le scénario et je peux faire reparler cet expert à volonté dans toutes les langues. Donc peut-être que le mieux, c'est de vous montrer un peu en quoi ça consiste. Alors, oui, tout ça, je viens de vous le dire. En fait, c'est un outil qui permet avant tout d'être agile et de pouvoir mettre à jour très, très rapidement des contenus. Et je pense que le mieux, c'est la preuve en image. Toute l'équipe de Quark est fière de vous présenter notre dernière innovation. BlendGen is a collaborative tool that brings together the expertise of each professional to create micro-learning videos. En solo 3 кликс, то видео estará listo. Выберите один из 250 аватаров в нашей библиотеке или приходите и создайте аватар по своему образу и подобию в наших студиях. Per rafforzare l'impatto del vostro messaggio, i nostri esperti di motion design creeranno sfondi personalizzati sulla base del vostro progetto grafico. 选择适合您的 BlendGen 模板，我们的教育工程师将帮助您编写脚本，生成超过25种语言的视频。À vous de jouer. Alors, vous ne la connaissez pas, mais elle est sur notre stand. C'est Tania Cara, qui est directrice de la digitalisation chez nous. Comme vous voyez, elle parle aussi bien le mandarin, l'espagnol, l'italien, les formats d'âme. Tania, on l'a recrutée sur cette base-là parce que vraiment, on voulait quelqu'un qui parlait toutes les langues. L'intérêt, c'est que c'est une vraie personne. Donc, elle a, je ne sais pas si vous avez vu, alors on est dans un salon avec un petit peu de lag, mais l'effet labial est vraiment incroyable puisqu'il enregistre la voix de la personne et donc il retrace, ou il redonne finalement un contenu de formation
dans la langue visée avec exactement les mêmes mimiques et les intonations que vous pouvez lui donner. Oui, c'est ça, c'est qu'il enregistre à la fois la voix, la façon de s'exprimer et vraiment toute la gestuelle. Donc en fait, la gestuelle est naturelle. Tania, quand elle se regarde en vidéo, elle est j'allais dire, elle n'est pas choquée, mais si, justement, elle est choquée de voir à quel point ça ressemble à la façon dont elle s'exprimerait. Voilà, et puis le deuxième atout, en effet, donc vous voyez moins bien, parce que j'ai vu que c'était un petit peu rogné en haut à droite, il y avait effectivement toutes les langues. Le deuxième intérêt aussi de cette application, c'est que, en fait, on peut, pour n'importe quelle structure, créer en amont des templates. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu défiler rapidement, il y avait quelques-uns de nos clients où on avait mis des masques. Donc immédiatement, vous partez avec un contenu de vidéo qui est propre, qui est custom, qui est prêt à l'emploi pour pouvoir s'interfacer avec tout ce que vous voulez présenter. Une bibliothèque d'objets aussi facile à prendre en considération, donc des tas d'illustrations qui vous permettent d'aller très vite. Et puis surtout, je vous parlais tout à l'heure des différentes langues des avatars, mais la possibilité d'agir exactement comme une table de mixage. Donc dès que vous avez une mise à jour, en effet, vous pouvez reprendre et changer le texte à cet endroit-là, donc ce qui correspond à la rapidité. Et ça, c'est l'IA en fait. Oui, et puis c'est un outil du coup qui a été conçu pour pouvoir utiliser l'outil sans être forcément un expert en montage, en motion design. Donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est potentiellement accessible à tous. On a été récompensé lors des trophées de l'innovation RH au mois de mai par la médaille d'argent, par un jury composé des DRH des grands comptes du CAC 40 qui ont trouvé en fait que l'outil répond à aussi, on parlait tout à l'heure de besoin de se former très rapidement, mais on va être aussi très consommateur de micro-modules. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'on peut la consommer n'importe quand, ce petit nugget de formation, comme ils disent les Canadiens. Parce que vraiment, on va consommer effectivement le besoin de se former sur une petite notion très très rapidement et où on veut. Donc voilà, c'était l'occasion de le rappeler. Et l'ambition qu'on porte, c'est pour ça qu'on parlait d'IA, l'ambition qu'on porte dans notre roadmap, donc avec tout ce que vient de dire Florian, c'est-à-dire que nous, on croit évidemment au développement encore plus important finalement de toutes ces requêtes et notamment de la pertinence des réponses que peut apporter l'IA. L'objectif qu'on voudrait, c'est arriver à trouver, mais je pense que vous portez le même, arriver à trouver un assistant qui nous aide à créer finalement, y compris le contenu directement, et qui nous amène finalement ce contenu pratiquement tout prêt, structuré comme tu disais tout à l'heure, avec un plan, avec les séquences, et qu'on puisse immédiatement l'encapsuler et le faire vivre par une vidéo avec les sous-titrages automatiques. Et on est en plein rêve, mais on est sûr que ce sera possible d'ici la fin de l'année 2025 parce que ça va très très vite. Voilà, donc cet outil qui permet de gagner du temps, c'était un des facteurs clés, vous vous souvenez, pour lesquels on s'était dit pourquoi on privilégierait l'IA dans une approche pédagogique. Et puis évidemment, c'est surtout parce qu'on peut démocratiser les contenus, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à toute l'entreprise. On parle d'entreprise apprenante, mais là, l'idée et l'objectif, c'est de mettre à disposition un outil que n'importe quel expert peut s'approprier parce qu'il est très simple. Et notamment, ça va être ça, finalement, la transformation et surtout l'ajout de compétences, la transformation des métiers de demain dans les entreprises. C'est comment, finalement, entre pairs, on peut s'apporter des micro-learning sur une bonne pratique, sur un retour d'expérience, sur ce qu'on a vécu, sur un projet. Et ça, c'est tout autant de façons d'apprendre que de construire simplement une formation. Et ça nous paraît vraiment un bien, ou en tout cas un mal nécessaire, je ne sais pas s'il faut dire un bien nécessaire pour pouvoir avancer. Voilà, et donc en formation, je ne vous apprends rien, il y a plusieurs enjeux, il y a la qualité des contenus, la qualité des médias, mais aussi la qualité de l'évaluation qui est cruciale. Et donc là aussi, on a un outil dont on aimerait vous parler qui s'appelle Good Grades. Alors là aussi, c'est une innovation qui voulait remplir notamment 3 ambitions. Alors l'évaluation, comme tu viens de le dire, qui est fondamentale, parce qu'à partir du moment où on se forme, à partir de quand on sait si oui ou non on a intégré une notion, ce qui reste quand même important, notamment si on repense au premier graphique où les entreprises ont mis l'accent sur les formations de courte durée qui permettent d'avoir un ROI immédiat. Et c'est vraiment le nerf de la guerre depuis des années, comment on évalue les participants, comment on évalue les apprenants. La deuxième raison, c'était comment on fait de l'évaluation qui doit être rédigée, comment on peut l'améliorer et l'accélérer. L'améliorer de 2 manières. 1, la rendre équitable et homogène pour tout le monde. Et 2, accélérer cette
certes élément essentiel, mais qui reste quand même un gros travail pour le formateur et l'évaluateur, puisqu'il doit évidemment travailler sur chaque copie et avancer indéniablement. Il doit être de la même humeur, de 8h du matin à minuit le soir, de la première copie à la 600e, avoir le même regard tout aussi, on va dire... aussi juste. Oui, parce que c'est vrai que la difficulté, c'est ça, tous les formateurs ou les professeurs le savent, c'est que quand on vient de lire une très mauvaise copie, une copie moyenne qui va suivre, on va tendance à la surévaluer, et puis vice-versa. Donc on fait automatiquement, c'est humain, on a tendance à faire une comparaison entre les candidats et du coup ne plus être tout à fait objectif. Et donc cet outil, ça permet justement de gagner en objectivité. Ouais. Et de gagner en équité finalement entre tous les participants. Alors cet outil, je te laisse avancer, en fait, il permet une chose aussi qui est fondamentale et qui n'est pas encore dans les mœurs de tout le monde, il permet d'anticiper la correction. Bon nombre d'examens ou de certifications professionnelles demandent aux participants ou aux apprenants de passer ou de répondre à un cas pratique, de s'exercer évidemment en amont, de le rédiger. Mais personne n'a forcément, enfin en tout cas tout le monde n'a pas préparé la correction, qui serait une correction, si je puis dire, juste ou attendue. Donc déjà, c'est le premier pas vers une équité de correction entre correcteurs, puisqu'il y a une correction attendue. Donc cet outil permet déjà de formaliser finalement ce qu'on attend de l'apprenant, et puis du coup de le noter sur des critères qui sont des critères d'évaluation objectifs et objectivés pour tous, et équitables pour tous. Ensuite, évidemment, ce qui permet aussi, c'est de donner un feedback. Parce que c'est vrai que les apprenants sont parfois très frustrés de ne pas avoir eu de commentaires sur une évaluation. Donc ça se passe aussi bien pour les apprenants dans les écoles que dans le domaine de la certification. On vous demande de renouveler une compétence opérationnelle sur le terrain. Vous avez une évaluation, mais vous ne savez pas pourquoi, pour quelle raison, où est-ce que vous avez péché, est-ce que c'est la méthode, est-ce que c'est le contenu, est-ce que c'est... on va dire la maîtrise finalement du fond que vous n'avez pas acquis. Et la note est plutôt vécue comme une sanction, mais n'est pas expliquée. Donc là, c'est aussi vraiment un outil qui permet de générer du feedback et donc de permettre aussi à l'apprenant de s'améliorer à la lecture de sa correction. Oui, parce qu'un formateur ne peut pas se permettre de faire un feedback point par point. Très souvent, voilà, ça va être un feedback général, un commentaire en haut de la copie. Et là, vraiment, l'IA va permettre d'analyser point par point là où ça a péché en donnant des conseils d'amélioration. Absolument. Et alors, comment ça se passe ? Une fois que le formateur a préparé son évaluation, donc c'est de l'évaluation écrite, il ne s'agit pas de quiz, et sa correction automatisée, il va la rentrer sur une plateforme, il va préparer son examen, il va donner également la pondération par rapport à ses questions, et puis il va pouvoir permettre donc, de lancer l'examen. Je te laisse avancer. Ce qui reste intéressant, c'est que, vous voyez, on a fait aussi, on vous parle d'outils, mais on a fait des tests pour s'assurer qu'on était quand même vers un outil qui converge vers la réalité et vers des données objectives. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est qu'on a fait un test réalisé sur une étude de cas. Une étude de cas qui était vraiment solide. Je veux dire par là que ce n'était pas trois vagues questions. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sur les 3 questions proposées, vous voyez, on a mis en parallèle les notes des formateurs et les notes de l'IA. Alors, l'IA, finalement, est un petit peu plus sévère, effectivement, puisqu'elle va vraiment regarder les critères qui ont été demandés et initiés dès le départ. Mais il n'y a pas que des critères, il y a aussi l'ordonnancement des idées, il va y avoir la recherche de mots-clés, il va y avoir aussi le besoin de formaliser d'une certaine manière. Vous savez que dans certaines certifications ou dans certaines observations, on est obligé d'avoir une sorte de plan, finalement, ou en tout cas s'assurer qu'on a bien redonné toutes les informations. Et donc l'IA est un petit peu plus sévère sur une étude de cas. On s'aperçoit que globalement, on a 0,83 points d'écart sur la note finale qui a été proposée. Donc sur 300 réponses corrigées, alors évidemment, on a reposé les formateurs entre chaque copie, sinon notre test n'aurait pas été objectif. On serait retombé dans les biais cognitifs qu'on citait tout à l'heure. Par contre, sur une série de travaux dirigés, vous voyez, on est sur un écart de points qui est beaucoup plus faible, puisqu'on est à peine à 0,15 points. Sur des questions qui sont plus courtes, finalement, on se rend compte que, le feedback, on l'a tout de suite, là où sur des questions courtes, on n'en a quasiment pas. Quand on est sur de la correction faite par des formateurs, ils n'ont pas le temps
sur 6 questions, donner autant de feedback. La deuxième chose qu'on peut observer, c'est que dans ces corrections avec un écart de points aussi faible, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que quand on a préparé ces questions à l'avance, on a aussi la possibilité de lisser les réponses. Et ça aussi, vous savez que bien souvent, on est obligé d'avoir des notes moyennes et d'établir une courbe de Gauss à la fin pour s'assurer qu'entre formateurs, on a bien respecté finalement le même barème de notation. Ben ça, l'IA le fait toute seule. Et là aussi, c'est un gain de temps certain. Je te laisse avancer sur... Oui, de toute façon, là, il ne nous reste plus que 5 minutes et ça tombe bien, on en arrive à la conclusion. Voilà. On avait envie de vous interpeller, vous demander ce que vous avez pu tester de votre côté, si vous avez envie de témoigner ou si vous avez des questions. Pour terminer cette intervention, on vient vous apporter le micro. Est-ce que vous avez envie de réagir ou de nous poser des questions? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Je suis moi-même un ancien prof, mais je continue aujourd'hui d'accompagner des étudiants dans l'élaboration de leur thèse professionnelle, Bac plus 5, 6, dans une grande école de commerce. Alors la question que je me pose, moi, en fait, l'IA, c'est un domaine que je connais un peu. Mes premiers cours d'IA datent de 1978. En fait, ce qui m'inquiète un peu dans ce type d'outils et dans les outils liés à l'IA, et en particulier pour la formation qui est quand même un pilier essentiel pour la nation, c'est qu'avec ces outils, certaines personnes qui n'ont pas l'expertise nécessaire vont récupérer ces outils et ils vont se devenir des experts et des enseignants. Moi, je sais par expérience que j'utilise ChatGPT ou d'autres. Okay, quand je pose une question sur une spécialité que moi je maîtrise, ces réponses sont complètement incomplètes. Et effectivement, vous dites bien de le dire, c'est qu'il faut lui reposer encore des questions, etc. Mais pour lui reposer encore des questions, il faut être expert soi-même. En conclusion de l'histoire, ce que je crains, c'est que le monde de la formation, qui a beaucoup évolué, qui est devenu un monde de marketing avant toute chose, va encore être esquinté par des outils, parce que des gens, avec ces outils, vont se prendre pour des experts et ils vont former d'une manière incomplète vraiment nos enfants. En même temps, moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que le pseudo-expert pourra faire illusion seulement un temps. C'est-à-dire que dans la longueur, on se rend compte si les contenus ne sont pas bons. Parce qu'il y a des établissements de formation qui recrutent des enseignants avec beaucoup d'expérience, avec des gros diplômes, et il y a un grand nombre d'établissements de formation qui récupèrent n'importe qui. Et souvent, des gens qui travaillent et qui font ça en plus, qui massacrent complètement, je veux dire, le contenu. Et ça, les écoles, les centres de formation, ils s'en foutent. Dès lors qu'ils trouvent quelqu'un qui accepte de faire, et le marketing va jouer son rôle, etc. Mais comme je vous disais, ça ne dure qu'un temps, parce que là, il y a un scandale qui est sorti, dont on a tous entendu parler sur un gros réseau d'écoles, et justement, les lacunes qu'il y avait en pédagogie ont été pointées. Et donc, il va y avoir des réajustements. Alors après, on n'est jamais à l'abri de rien, mais comme en présentiel, on peut avoir un formateur qui fait parfaitement illusion pour le premier cours, et puis en fait, on se rend compte sur la longueur qu'il n'est pas si expert que ça. Donc évidemment, je crois qu'il y aura toujours ce problème-là et cette vigilance à avoir. Bonjour, merci. Alors moi, je suis également prof. J'ai créé plusieurs organismes de formation, dont il y a très longtemps en Italie. Donc votre partie multilingue va m'intéresser beaucoup sur votre stand. Et la question que j'avais, c'était par rapport à la réalisation des tests, par rapport au mini-cas. Je suppose qu'il faut obligatoirement que ça se produise en ligne. Et sinon, comment vous orchestrez la récupération de copies, par exemple? Les examens se passent en ligne, enfin en tout cas connectés sur la plateforme, donc comme une plateforme de formation comme une LMS en fait, c'est connecté d'ailleurs au LMS. Alors le scan manuscrit, effectivement on y vient, c'est encore perfectible. Là c'est lié à la technologie qui n'existe pas encore sur la reconnaissance d'écriture. Donc on est en test, ça fonctionne, c'est perfectible, très objectivement. Voilà. Nous aussi, on a un regard critique, c'est-à-dire qu'on ne va pas vendre du rêve, reconnaître des écritures qui sont parfois mais aux antipodes. Vous avez des gros caractères ronds et vous avez des petites... voilà. Là, c'est l'IA qui n'est pas encore totalement au point.
Nous, on est en train de chercher une solution. On en a testé plusieurs qui sont en cours en ce moment. Et j'ai envie de vous dire, je vous donnerai une conclusion véridique à la rentrée. Voilà. Parce qu'on en teste 3-4 aujourd'hui. Et puis, bon, les progrès sont très rapides. Donc, évidemment que c'est la solution d'avenir. Sinon, si on n'est pas en possibilité de scanner des copies manuscrites, en tout cas pour le système de l'éducation nationale, et pas que nationale, hein, le même système d'éducation tout court, pardon, effectivement, c'est une porte fermée à beaucoup d'enjeux existants. On a abordé beaucoup de sujets, beaucoup d'outils. C'est une vraie révolution, hein, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Personnellement, moi, ça m'enchante. Il y en a d'autres que ça bouleverse négativement, mais moi, je trouve qu'il y a plein de positifs qui se profilent avec énormément d'ambitions qui deviennent possibles. En fait, on se posait des questions, notamment on faisait un parallèle avant de préparer cette conférence avec Florian. En fait, c'est vrai que ça ressemble finalement à la révolution d'Internet et puis à la révolution du digital learning. On a quand même mis 20 ans avant de passer au digital learning, hein. Je peux vous en parler. Du haut de mes 16 ans. J'ai démarré, moi je suis un pur player de la formation et le digital learning en 2000, on était en pleine initiation, découverte, et on a mis 20 ans finalement pour y arriver grâce, on va dire, c'est la seule fois on peut le dire, au Covid, où on a été obligé vraiment d'accélérer. Là on se rend compte que sur l'IA on ne peut pas passer à travers parce que ça fait à peine 2 ans, tout le monde en parle, il y a plein de gens qui l'utilisent parce que Internet est arrivé avant, donc on ne peut pas s'en affranchir. Et la question qu'on se posait, c'est qu'on est en train de se dire comment on peut utiliser l'IA pour concevoir, pour créer des outils, pour améliorer l'ingénierie pédagogique, pour améliorer l'expérience apprenant, enfin bref, tout ce qu'on a dit, pour répondre aux compétences de demain. Et en fait, on a demandé à l'IA comment elle illustrerait justement, c'est quoi aujourd'hui le formateur assisté par l'IA. Donc on a fait une petite requête pour vous le représenter d'un point de vue dynamique. Aujourd'hui, on vit cette ère-là, c'est-à-dire l'ingénieur pédagogique qui est assisté par l'IA pour créer ses contenus. À quand passera-t-on à cette ère-ci qui est finalement l'apprenant qui est aidé par une IA lui-même pour apprendre encore mieux et encore plus vite? L'apprenant augmenté. Voilà, l'apprenant augmenté. On n'a pas la solution, mais on est preneur si vous en avez une, parce que c'est véritablement ça qui nous intéresse au fond, c'est-à-dire comment faire gagner du temps à l'apprenant dans son apprentissage et son efficacité. Voilà. Merci à tous.